hubdespossibles.org présente 2040, j'y vais. Le podcast des optimistes lucides. Chantal Peyer. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Flore Vasseur dans le cadre d'une émission spéciale du podcast 2040 j'y vais. Flore Vasseur est auteure de romans, réalisatrice et entrepreneur. Elle a un parcours riche et multiple, comme si elle avait eu plusieurs vies. Dans une première vie, elle fait des hautes études commerciales à Paris avant de fonder une société de marketing à New York. Dans une deuxième vie, elle habite en Afghanistan, puis revient en France et se lance dans l'écriture de romans. Elle s'intéresse aussi au monde de la finance, du trading et des lanceurs d'alerte et rédige des chroniques pour le journal Libération, France Culture ou encore Le Monde. Dans une troisième vie, elle devient réalisatrice de films documentaires. Elle travaille pour Canal+ et Arte, réalise un documentaire en 2017 sur Edward Snowden, puis en 2021, Bigger Than Us, un documentaire qui va à la rencontre de jeunes du monde entier qui s'engagent pour un monde plus solidaire et durable. Flore Vasseur utilise les mots comme des lames. Ils sont précis, nets, tranchants. Elle ne fait jamais de concessions à la lucidité. Elle regarde le monde en face. Mais dans cette lucidité, elle pose aussi son attention sur l'espoir. Elle en fait une arme de pouvoir et de résistance. Cet espoir, elle le place dans les jeunes qui se questionnent et qui cherchent. Elle le place au cœur de ceux qui n'ont pas accepté de s'habituer à l'absurde. Elle le place dans la quête d'alignement et de sens. C'est donc une grande joie d'accueillir Flore Vasseur pour cette émission spéciale. Je vous souhaite une bonne écoute. Flore Vasseur, vous avez eu des multiples vies en passant du marketing au journalisme à réalisatrice. Comment est-ce qu'on passe d'un métier à l'autre comme ça ? Comment on passe d'un métier à l'autre ? Une bonne question pour démarrer. Je crois que le dénominateur commun, il y en a deux. Il y a probablement une grande énergie, une grande curiosité et une grande insatisfaction aussi. Finalement, j'ai eu la chance d'être élevée avec des parents qui m'ont instillé l'idée que tout était toujours possible en fait. Et que ce qui était important, c'était que je sois d'accord avec moi-même. Et donc, j'ai commencé par la voie très, très classique des grandes études et donc de ce que amènent des grandes études, un emploi salarié, bien placé, tout haut, dans une tour. Et puis, très vite, je me suis lassée, donc je suis partie. J'ai créé mon entreprise à New York, guidée par l'envie de créer, l'audace, le culot certainement, et puis les mantras de l'époque aussi beaucoup. C'était la fin du siècle dernier, la bulle Internet. Internet allait tout redessiner, on allait tout pouvoir faire, etc. J'ai complètement embarqué le train. Et puis j'ai assisté aux attentats du 11 septembre et ça m'a marqué au plus profond de moi, je pense. Notamment parce que ça m'a posé la question de qu'est-ce que je faisais là ? Qu'est-ce que je faisais à 24 ans, toute seule, à chercher à être la plus riche, la plus forte, à réinventer le monde avec Internet, alors qu'on nous envoyait ça dans la figure ? À quoi j'étais en train de contribuer ? Et finalement, tout mon chemin depuis n'est qu'une tentative de réponse à cette question. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et qu'est-ce qui fait qu'après ces événements du 9/11, vous vous êtes posé cette question de façon aussi radicale ? Il y a plein de gens qui n'ont pas fait cette remise en question aussi fondamentale. Ouais, je pense que vous avez raison. Si tout le monde avait bifurqué comme moi ce jour-là, ça se saurait. Et c'est vrai que c'est pas répandu. Je crois que j'étais prête. D'abord, si je fais dans le désordre, je pense que ma vie d'entrepreneur à New York, même si j'en avais tous les atours, de la réussite, etc., me rendait vraiment pas heureuse. Ça m'allait pas de travailler 16 heures par jour, d'être tout le temps en train d'être obnubilée par la question des clients, de l'argent, des budgets, des gens à gérer, etc. Ça me rendait pas heureuse. Donc fondamentalement, toute la promesse là du bon petit soldat, je trouve que ça valait pas le coup. Plus fondamentalement, je crois que dans ma vie personnelle, plutôt, il m'est arrivé quelque chose de très intime qui m'a tout de suite rangée
de façon très subtile, et je ne l'ai jamais verbalisé, du côté des gens qui avaient subi une injustice incommensurable, peut-être même irracontable, et qui cherchaient une réparation, ou à se réparer elles-mêmes. Et je crois que ce moment-là, du 11 septembre, m'a rendue du coup sensible, non pas bien sûr à l'événement, bien sûr à la violence de l'événement, bien sûr à la peur, etc., mais peut-être à ce qu'il y avait derrière, au message, c'est-à-dire au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on nous envoyait des bombes ? Je crois que j'étais prête à me poser la question. Si j'ai bien lu, vous êtes partie, après ces événements, vivre 1 an en Afghanistan. Qu'est-ce qui vous a amené en Afghanistan et qu'est-ce que vous y avez fait ? Vous avez bien lu, mais je ne suis pas restée aussi longtemps que ça. Et je ne suis pas partie tout de suite de New York. Bien sûr, maintenant, avec le recul, c'est facile de tout résumer, mais ça a pris du temps. J'ai mis du temps à partir de cette ville à comprendre qu'on ne reviendrait jamais comme avant et que surtout, j'avais plus rien à y faire, que je ne voulais plus souscrire à cette énergie finalement assez létale qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui, qui triomphe aujourd'hui, qui est celle du profit, de l'impunité, de la prédation, et que quelque part, à ma hauteur, en 2001, j'incarnais moi en étant chef d'entreprise à New York. Finalement, j'ai fait le mouvement de balancier inverse. J'ai commencé par faire ça, c'est-à-dire qu'avec la même énergie avec laquelle j'étais partie à New York pour changer le monde et avoir ma place et monter ma boîte, etc., je suis partie à Kaboul pour le sauver. À l'époque, il y avait 80 milliards qui avaient été mis ensemble, assemblés par la communauté internationale pour relancer, pour essayer de développer l'Afghanistan, parce qu'on faisait quand même un petit lien entre l'ultra-pauvreté et la violence. Et puis, après l'Afghanistan, vous êtes revenu en France et puis vous avez travaillé comme journaliste. Qu'est-ce qui a enclenché ce nouveau mouvement ? Je crois que le 11 septembre m'a fait bifurquer et l'Afghanistan m'a complètement dévastée, en fait. Je crois que moi, ma vraie brisure, elle est en Afghanistan. Et donc, je suis rentrée d'Afghanistan vraiment miette. Et là, pour le coup, ce que je repoussais peut-être même, finalement, puisque j'en ai parlé depuis l'enfance, cette espèce de dépression, de moment d'effondrement, j'ai plus pu l'éviter là. Et je me suis rendu compte que y a une chose qui m'a tirée de là, c'était les livres. Et je me suis mise à lire, mais comme une demeurée. Pendant plusieurs mois d'affilée, je voulais voir personne. Les livres m'ont sauvée. Et j'avais une telle colère et rage en moi. J'avais vu tellement de choses en peu de temps, très tôt. Enfin, New York, l'Afghan, le monde du business, le monde de l'humanitaire, la corruption partout. J'ai pas eu trop le choix pour m'en sortir moi-même, de me mettre à écrire. Et j'ai écrit mon premier livre, qui s'appelle « Une fille dans la ville », qui est un roman, qui est certainement mon livre le plus autobiographique. Comme une furie, en fait. Et j'ai eu la chance d'être publiée par quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Olivier Frébourg, qui probablement m'a sauvé la vie. D'ailleurs, je lui dis souvent, vous êtes ma sage-femme. Et ce livre a très bien fonctionné. Et à l'époque, Le Monde, notamment, recherchait des contributeurs extérieurs pour des papiers différents. Ils avaient aimé ce livre et m'ont proposé d'écrire des piges, ce qu'on appelle des piges, d'être contributeur extérieur. Et j'ai commencé comme ça ma carrière de journaliste. Donc au fond, même quand vous étiez dans une phase de dépression, vous avez toujours eu la capacité de rebondir et de retrouver une forme d'espoir ou de sens ? Alors quand j'étais au fin fond de l'effondrement, je ne sais pas. J'ai eu la chance d'être soignée. C'était une époque où je ne pouvais pas fonctionner normalement. Donc je ne dirais pas qu'il y a eu toujours de l'espoir. En tout cas, il y a eu toujours la parole. Il y a eu toujours un endroit où je pouvais déposer ma peine. Mais vu tout ce qui s'est passé derrière, j'ai envie de dire que le moment d'effondrement a été très court. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours y aller pleinement. Alors c'est facile à dire maintenant que j'en suis loin. Mais ces moments d'effondrement sont, on ne le sait pas, mais
si on les traverse, sont très, très, très fertiles. Parce que c'est là que ça se passe, en fait. C'est pas confortable, c'est même parfois effrayant. C'est comme si on était disloqué, mais finalement depuis longtemps, et qu'au moment de l'effondrement, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc il faut reposer tout, et puis réassembler une ossature, réassembler une pensée, réassembler une envie et un rapport au monde, en fait. Je crois que dans la vie, on a tous ces épreuves. Une question qui a orienté votre recherche, c'est comment faire autrement. Le premier film que vous avez fait est sur Edward Snowden. Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé chez ce personnage? Qu'est-ce qui vous a amené vers lui? Alors avant ça, j'avais déjà fait d'autres films pour la télévision, toujours orientés vers des idées qui changent le monde. Donc Edward Snowden, c'était pas mon premier vrai film. Et puis surtout, avant, j'avais mon travail d'écrivain et de journaliste, dans lequel, à la fois, je dénonçais le système capitaliste et je le dénonçais avec, j'espère, sérieux. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'aller à HEC, de faire des études de macroéconomie. Je suis passionnée de macroéconomie. C'est pas juste une démonstration à charge qui n'est pas documentée. Enfin, j'ai fait un livre sur la finance de marché, j'ai contribué à une série de fiction sur les banques ici. Enfin, c'est vraiment des choses qui me passionnent, parce que c'est là qu'est le pouvoir, c'est là le cœur du réacteur de ce qui nous poudroie, en fait. Mais à côté de ça, j'ai toujours eu besoin de me récupérer, parce que c'est très déprimant de regarder la macroéconomie et ce qu'on fait au monde de façon frontale et froide. J'ai tout de suite eu besoin de m'équilibrer en allant regarder ceux qui faisaient autrement. Donc, Edward Snowden, il arrive à un moment de ma vie où ça fait déjà près de 10 ans que je mets en lumière des gens, des entrepreneurs, des artistes, des experts, des communicants, des femmes et des hommes de terrain qui travaillent, qui échangent, qui éduquent autrement. Et dans toutes ces personnes qui fonctionnent autrement, il y a bien sûr les journalistes et il y a bien sûr les lanceurs d'alerte. Moi, j'ai été totalement estomaquée par les révélations de Julian Assange sur notamment la façon dont les États-Unis menaient la guerre en Irak. Alors maintenant, ça paraît vieux et évident, mais à l'époque, c'était littéralement une bombe, ce qu'il avait sorti avec Wikileaks. Et Edward Snowden me fascinait depuis quelques années, depuis que lui-même était sorti du bois en 2013. Je travaillais aussi à l'époque sur le suicide d'un garçon qui s'appelle Aaron Swartz et qui lui aussi avait essayé de nous prévenir de ce que non seulement l'économie, mais l'Internet récupéré par l'économie et par la technologie militaire allait faire à la démocratie. Et on est en plein dedans chaque jour. Et en fait, si vous faites un lien entre Julian Assange, Aaron Swartz, il y a la personne qui arrive juste derrière et qui est Edward Snowden. Et quand moi je l'interviewe, c'est en 2016, décembre 2016. Je pars à Moscou, dans une chambre d'hôtel. On est plusieurs et on fait cette interview. Quand même, j'ai envie de dire, c'est probablement un travail très engagé. Trump vient d'être élu. On a une demi-journée et on l'interviewe et on ne parle que de démocratie. Parce qu'en fait, derrière le sujet de la technologie, bien entendu, il y a la question de la démocratie. Aujourd'hui, on arrive à une forme de paroxysme. Il y a aussi tous ces géants de la tech, de la Silicon Valley. Comment est-ce que vous réagissez à tout ça ? Ouais, avec colère profonde. C'est impossible de comprendre ce qui se passe s'il n'y a pas la clé du 11 septembre. Parce que là, le 11 septembre, toute cette technologie est là. Le web existe, Internet existe. On est encore en train de pouvoir se raconter que ça va aller dans un sens de libération du travail des artistes, etc. Il y a toute cette vague des Creative Commons, du web libre que porte Aaron. Et en face, il y a l'application militaire de ces mêmes technologies. Et la seule chose qui fait la différence, c'est ceux et celles qui programment le code. Et à partir de 2001, on dit que le code doit servir, au nom du terrorisme, à surveiller les populations. Et là, on bifurque et on fait un choix. Et c'est parti, quoi. Le web devient uniquement marchand et militaire. C'est des technologies de surveillance
que les États-Unis utilisaient à l'époque, jusque-là, pour surveiller ces ennemis. Et à partir de là, au nom du terrorisme, il se met à les utiliser contre sa propre population. Mais c'est là que ça se joue, en fait. Et je crois que y a eu un décrochage total par confort, à la fois des géants de la tech qui ont été nourris aussi par tous ces investissements du big data et de la sécurité. C'était une manne financière énorme, première chose. Deuxième chose, il y a le lien entre la big tech et les gouvernements et avec le gouvernement qui se retourne vers ces entreprises pour qu'elles les aident sur ce moment de war on terror, de surveillance. Et puis, il y a le délire personnel. Je crois qu'il faut mettre des mots. Voilà, c'est documenté par plein de gens, des aspirations messianiques, l'idée de faire le travail de Dieu. Enfin, c'est pas des choses que j'invente. Enfin, il y a des personnes dont les idéaux sont tout à fait documentés. Peter Thiel. Et c'est pour ça que je suis très en colère contre eux, mais je suis très en colère contre nous, en fait. Et je crois que le travail successif que j'ai fait toutes ces années, c'est un travail sur l'influence et le pouvoir de la finance sur nos vies. C'est le pouvoir et l'influence de la technologie sur nos vies. Mais je crois que ce que j'ai documenté beaucoup, c'est nos petits accommodements, nos petits renoncements, notre petite collusion, nos petits compromis au nom de notre confort. Et ça nous concerne absolument tous. Et c'est pas la peine de se retourner que vers nos gouvernements. Je veux dire, c'est ça notre responsabilité aujourd'hui. C'est le regard qu'on le porte, c'est notre lecture, de ce qui est en train de se passer. Et là, j'en ai un peu... je suis fatiguée de voir cette fascination, sidération. Les dictateurs et les tyrans se sont toujours installés au pouvoir avec les applaudissements et les rires du public. Et comment alors on apprend à sortir de ce confort et justement à faire autrement ? Je ne vois pas d'autre solution que cette espèce de déciliation, de mise à distance, de reprise en main aussi de son individualité, en fait. Et c'est en cela que souvent les épreuves servent. Sauf que là, l'épreuve, elle est collective, on est encore bien protégé, on n'a encore probablement rien vu. C'est malheureux, j'aimerais bien qu'on puisse réagir plus vite et mieux. Mais vous savez, c'est cette triste métaphore de la grenouille qu'on met dans de l'eau froide et dans une casserole et on lance le feu. La grenouille, elle n'en sortira jamais. Elle va mourir ébouillantée. C'est nous, là. Plonger une grenouille dans une eau à 50 degrés, elle ressort tout de suite. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse être cette grenouille qui dégage de là et qui se réapproprie sa pensée, qui se réapproprie sa liberté, son esprit critique, sa dignité presque. Mais je crois que là où la technologie est très forte, c'est qu'au-delà de nous surveiller, au-delà de nous refourguer tout ce dont on n'a pas besoin, elle est au service de la peur et elle est au service de tout ce qui va nous désactiver. Donc ce qui est attaqué aujourd'hui, c'est même plus notre esprit critique, c'est notre élan vital. Il y a ce constat lucide et puis vous avez aussi mis beaucoup d'énergie à documenter des personnes qui sont sorties de l'eau chaude et qui ne se sont pas laissées conditionner par leur histoire. Et vous les avez notamment documentés, des jeunes, dans le film qui a été montré au Théâtre de Vidy, qui s'appelle Bigger Than Us. Parlez-nous d'abord un petit peu de ce film. Ce film, il arrive sur mon chemin après le travail sur toutes ces personnes qui essayent de proposer des autrement, tout ce travail auprès des lanceurs d'alerte. Et je suis sur mon chemin, je suis bien là avec tous ces gens qui me confirment qu'il y a un autre chemin. Mais je me rends compte que ça sert à rien, en fait. Je me rends compte que les choses empirent, je me rends compte que mes propres travaux, apportent pas énormément. Et puis surtout, je me rends compte, via une question de mon fils, que toute cette énergie, ça sert pas à grand-chose. Parce que ça l'aide pas lui. En fait, ça me vient avec une question qu'il me pose, qui est « Maman, ça veut dire quoi ? La planète va mourir et qu'est-ce que je peux faire moi pour qu'elle ne meure pas ?» Et il me pose cette question quand il a 7 ans. Et quand vous êtes maman et que votre enfant vient vous saisir comme ça
le cœur, en disant quelque part « aide-moi à vivre ». Je vois bien que ça s'effondre, je vois bien que les adultes racontent n'importe quoi, mais moi je fais quoi ? Eh bien, je me suis dit que j'allais lui répondre en lui racontant non pas le énième Aaron Swartz ou Edward Snowden, malheureusement, même s'ils sont jeunes, c'est des dinosaures pour lui, plus de 30 ans, c'est pas possible, mais j'allais lui raconter l'histoire, trouver l'histoire de jeunes qui partout dans le monde finalement ne se contentent pas de ce qui se passe, sortent du peu de confort qu'ils ont pour réparer un monde dévasté par les adultes. Un film qui s'appelle Bigger Than Us, plus grand que nous, et qui raconte le combat réel, très très réel, de 7 jeunes que je suis allée documenter partout dans le monde, et surtout dans l'hémisphère sud, et qui construisent des écoles, construisent des refuges, sauvent des vies, enseignent à d'autres la permaculture, créent des groupes de presse, changent des lois, changent la Constitution pour essayer de sauver le biotope dans lequel ils sont, les communautés dans lesquelles elles sont. Alors, j'utilise biotope, c'est pas une bonne idée parce que c'est pas un film sur l'écologie, c'est un film sur la dignité, la justice. Je mêle à la fois les questions, bien sûr, de pollution, de dérèglement climatique, mais surtout de corruption morale, de conditions faites aux femmes, de démocratie, la question des migrants et de l'accueil des migrants, la question de la liberté, finalement, et de l'injustice économique et sociale et raciale, ouais. Comment changer pas seulement sa propre histoire, mais aussi contribuer à changer l'histoire avec un grand H. Et en quoi, quelque part, ces jeunes aussi que vous avez rencontrés dans le film Bigger Than Us nous montrent que c'est possible. Je pense que c'est très important de réfléchir à ici, maintenant. Tout ce qui compte, c'est le pas d'après. Les plans à 5 ans, à 10 ans, les plans d'action, qui sont encore un truc de l'idéologie de la performance, de la mantra capitaliste, il faut s'en débarrasser. C'est vraiment l'urgence. Ça aussi, c'est fait pour vous piéger, pour vous dire que vous n'y arriverez pas, que c'est bien trop désuet par rapport à tout ce qui se passe en face, etc., etc. Tout ça aussi, c'est fait pour vous désactiver, en fait. Il faut comprendre ça. Il faut quelque part avoir un peu d'humilité, en fait. Pardon, c'est prétentieux de dire qu'il faut avoir de l'humilité, mais je pense que vous m'avez compris. On a cet orgueil de croire que parce qu'on agit, on va changer les choses. Je crois qu'il faut faire le deuil de ça. Je veux dire, est-ce que c'est pas une question d'énergie ? Et puis, est-ce que c'est pas aussi une question de croyance ? C'est-à-dire que plus on est nombreux à croire que rien ne changera et qu'on peut rien, plus ça sera autoprophétique. Plus on est nombreux à se dire que on ne sait pas si ça va changer quelque chose, mais que c'est quand même vraiment chouette d'essayer et que c'est une fantastique façon de vivre que d'essayer, là, il y a un point d'inflexion, en fait. Et surtout, là, vous trouvez vos semblables. Et là, vous rentrez dans une spirale de joie. Vraiment, je ne sais pas comment vous le dire autrement. C'est-à-dire que l'engagement, ça n'a rien de sacrificiel. On s'engage pour sauver sa peau, je l'ai dit, et pour trouver ses semblables, et pour vivre en grand. Et c'est vrai que ça n'a pas besoin d'être triomphal. Ça n'a pas besoin d'être... Il n'y aura pas votre nom dans les manuels d'histoire. Il y a une référence et une image que j'aimerais beaucoup vous donner, 2. Une que m'a donnée Edward Snowden. La première, c'est ce qui est important, c'est de poser sa brique quelque part dans l'espoir que quelqu'un d'autre pose sa brique par au-dessus. Donc ça, c'est le rapport à l'efficace et à l'impact de vos actions. Deuxième idée et métaphore que j'aime beaucoup, et elle nous vient de la nuit des temps, peut-être pas, mais en tout cas, c'est l'esprit qu'on appellerait l'esprit des cathédrales. Les personnes qui ont construit les cathédrales ne sont pas dit « tiens, je vais construire une cathédrale et je vais voir comment elle est belle ». C'est des gens qui ont été capables de s'engager dans la construction d'un édifice, alors qu'ils savaient pertinemment qu'ils ne verraient jamais la fin. Notre-Dame, 800 ans, 8 siècles. La première personne qui a fait le plan, ou je sais pas comment ils ont imaginé le truc, elle a bien dû se dire, ok, je le fais parce que
Je sais que quelqu'un d'autre continuera. Et ce qui est important, c'est que cette énergie de construction, cette croyance dans le fait qu'il y a un demain possible et qu'on va l'inscrire dans la beauté, quelque chose qui tient précisément le temps, eh bien, c'est formidable. Et vous voyez bien que c'est l'exact inverse de tout ce qui se passe en ce moment à Davos, et tout ce qui se passe dans la tête des pouvoirs autoritaires aujourd'hui. C'est exactement la négation de l'esprit des cathédrales, de l'esprit de la vie, du fait qu'il faudrait être un bon ancêtre. Et ça, c'est plus une question d'âge. Que vous ayez 7 ans ou 77 ans, après vous, il y a plein de gens qui vont arriver. Qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là ? Et ça, j'aime bien à la fois être dans l'ici et maintenant et à la fois dans cette espèce de temps long dans lequel on a zéro maîtrise, en espérant que ça serve à quelque chose. Pour terminer, j'aimerais creuser encore cette question de la joie. Au fond, quand vous parlez de passer de cette volonté d'impact, de faire quelque chose de grand qui peut être épuisante, parce qu'on n'est jamais arrivé, surtout dans le monde actuel, à passer au fait de poser une brique, de servir quelque chose de plus grand que soi, et peut-être de retrouver du sens, et donc de la joie. Cette reconnexion à la joie, comment est-ce que vous la percevez ? Alors, ce qui met en joie, c'est d'être en lien. Voilà, c'est aussi simple que ça. En lien avec soi-même, ce qu'on est vraiment. On a démarré par l'enfance, cette interview. Donc voilà, l'enfant que vous avez en vous toujours, là, il pense quoi ? Est-ce que vous le laissez s'exprimer ? Est-ce que vous osez vous mettre en face ? C'est difficile. Mais voilà, première chose, la connexion à l'enfance. La sienne, l'enfance qui est là, l'enfance, les générations qui sont après nous, et puis ce lien à leur possibilité de vie. Mais pour revenir à la joie, ce que j'observe, c'est que agir rend vivant, parce que agir vous permet de vous relier aux autres et de trouver vos semblables et de trouver un sentiment, même fugace, même futile, même naïf, diront certains, d'avoir un tout petit rôle, une place, une toute petite utilité. Et ça, c'est une question de dignité, en fait. Et ça ancre. Et à partir du moment où vous êtes là-dedans, il y a quelque chose d'assez incroyable qui se passe, c'est que vous rencontrez vos semblables. Vous commencez à compter pour d'autres qui comptent sur vous. Il y a quand même des choses qui font corps, donc qui font sens, donc qui font famille, donc qui font école, et puis peut-être qui feront un jour société. Et ça, c'est une question d'énergie, c'est une question de transformation, de sentiment d'impuissance, d'humiliation parfois, de tristesse, en combustible. Pour non pas taper, non pas lutter contre, non pas aller à l'encontre, mais lutter pour. Par exemple, aujourd'hui, je pense que à essayer de dénoncer ce que fait Trump pour parler de lui, je crois qu'on commence à être tous d'accord quand même, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'en fait, il adore qu'on parle de lui. Il monopolise l'attention. Donc, cessons d'être complices. Arrêtons de mettre notre attention pour essayer même de lutter contre lui. Faisons tout notre possible pour que ce qui vient après lui, après son énorme entreprise de destruction, puisse exister en fait. Il faut préparer l'après. Je vous invite tous à réfléchir à l'après. On n'est plus en transition, on est en rupture. Dans cette rupture, qu'est-ce qu'il y a après ? Qu'est-ce que vous rompez en vous ? Avec quoi vous rompez ? Il n'y a pas de négociation possible en fait. Et c'est là où je reprends la grenouille. La grenouille, quand elle est plongée, quand elle vient de dehors et qu'elle se met dans 50 degrés, elle se dit pas « Ah oui, c'est bien » ou « Non, c'est pas bien ». Elle sort direct. C'est de la rupture totale avec cette expérience-là. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, commencer à construire le monde d'après. Il y a déjà plein de signaux faibles de choses émergentes de ce monde d'après. Pour terminer, qu'est-ce qui, pour vous, sont les signes les plus réjouissants ou que vous voyez émerger du monde d'après ? Oula, c'est difficile, mais je voudrais revenir à un chiffre qui est implacable. 80% de la jeunesse mondiale aujourd'hui n'habite pas en Occident. Et s'il y en a une qui veut vivre,
Une qui n'est pas encore totalement aspirée par les réseaux, par les écrans, dont l'élan vital est encore vibrant, c'est elle. Donc moi, il y a cette question de l'énergie et de la façon de regarder le monde, ce retournement qui pourrait s'opérer. C'est-à-dire que Aurélien Barraud le disait, je crois, la semaine dernière à l'Académie du climat, on n'a plus rien à dire au monde, en fait, nous les Occidentaux. Ce qui me donne de l'espoir, c'est que précisément, on n'est pas tout le monde. Et qu'il y a plein d'idées, il y a plein de gens, il y a plein d'initiatives, il y a plein de projets. Ça ne tient qu'à nous d'y prêter attention, d'y prêter main forte, de nous informer et de nous former différemment, d'écouter d'autres personnes. C'est faux de croire que tout est foutu. Par contre, il y a vraiment le besoin absolu de comprendre que tout est lié et que tout ce qui se passe en ce moment, en Iran, à Gaza, en Afrique, à Minneapolis, etc., tout ça, c'est la même histoire, en fait. C'est le même affrontement entre des forces de mort et des forces de vie. Et donc la question, c'est est-ce que j'ai le courage de regarder du côté de la force de vie et d'en devenir une ? Parce que ce qui nous est répété toute la journée, c'est qu'on sera plus confortable si on se range du côté des forces de mort. Merci beaucoup, Fleur Vasseur. Au revoir. Au revoir. 2040, j'y vais. J'espère que cette émission spéciale avec Fleur Vasseur vous a inspiré. Et je vous retrouve d'ici un mois avec un prochain épisode du podcast 2040 JV sur la transition énergétique. Portez-vous bien d'ici là.